Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer au chapitre 6, manière de prononcer. Leur haute mission est de juger avec calme les petits événements de la vie journalière des peuples. Leur sagesse doit prévenir les grandes colères pour les petites causes, ou pour des événements que la voix de la renommée transfigure en les portant au loin. Gratius. Pour un nouveau débarqué qui, par hauteur, ne faisait jamais de questions, Julien ne tomba pas dans de trop grandes sottises. Un jour poussé dans un café de la rue Saint-Honoré par une averse soudaine, un grand homme, un redingote de Castorine, étonné de son regard sombre, le regarda à son tour, absolument comme jadis, à Besançon, l'amant de mademoiselle Amanda. Julien s'était reproché trop souvent d'avoir laissé passer cette première insulte, pour souffrir ce regard. Il en demanda l'explication. L'homme en redingote lui adressa aussitôt les plus sales injures. Tout ce qui était dans le café les entoura. Les passants s'arrêtaient devant la porte. Par une précaution de provincial, Julien portait toujours des petits pistolets, sa main les serrait dans sa poche d'un mouvement convulsif. Cependant, il fut sage, et se borna à répéter à son homme de minute en minute « Monsieur, votre adresse, je vous méprise ». La constance avec laquelle il s'attachait à ces 6 mots finit par frapper la foule. « Dame, il faut que l'autre, qui parle tout seul, lui donne son adresse. » L'homme à la redingote, entendant cette décision souvent répétée, jeta au nez de Julien 5 ou 6 cartes. Aucune, heureusement, ne l'atteignit au visage. Il s'était promis de ne faire usage de ses pistolets que dans le cas où il serait touché. L'homme s'en alla, non sans se retourner de temps en temps pour le menacer du poing et lui adresser des injures. Julien se tourna baigné de sueur. Ainsi, il est au pouvoir du dernier des hommes de m'évoir à ce point, se disait-il avec rage. Comment tuer cette sensibilité si humiliante? Il eût voulu pouvoir se battre à l'instant, mais une difficulté l'arrêtait. Dans tout ce grand Paris, où prendre un témoin? Il n'avait pas un ami. Il avait eu plusieurs connaissances, mais toutes régulièrement, au bout de 6 semaines de relations, s'éloignaient de lui. Je suis insociable, et m'en voilà cruellement puni, pensa-t-il. Enfin, il eut l'idée de chercher un ancien lieutenant du 96e nommé Lieven, pauvre diable avec qui il faisait souvent des armes. Julien fut sincère avec lui. « Je veux bien être votre témoin, dit Lieven, mais à une condition, si vous ne blessez pas votre homme, vous vous battrez avec moi. Séance tenante. » Convenu, dit Julien. En lui serrant la main avec enthousiasme, ils allèrent chercher MC de Beauvoisis, à l'adresse indiquée par ses billets au fond du faubourg Saint-Germain. Il était 7 heures du matin. Ce ne fut qu'en se faisant annoncer chez lui que Julien pensa que ce pouvait bien être le jeune parent de Madame de Rênal, employé jadis à l'ambassade de Rome ou de Naples, et qui avait donné une lettre de recommandation au chanteur Geronimo. Julien avait remis à un grand valet de chambre une des cartes jetées la veille et une des siennes. On le fit attendre, lui et son témoin, trois grands quarts d'heure. Enfin, ils furent introduits dans un appartement admirable d'élégance. Ils trouvèrent un grand jeune homme, en redingote rose, orange et blanc. Mis comme une poupée, ses traits offraient la perfection et l'insignifiance de la beauté grecque. Sa tête remarquablement étroite portait une pyramide de cheveux du plus beau blond. Ils étaient frisés avec beaucoup de soin. Pas un cheveu ne dépassait l'autre. C'est pour se faire friser ainsi, pensa le lieutenant du 96e, que ce maudit fan nous a fait attendre. La robe de chambre bariolée, le pantalon du matin, tout jusqu'aux pantoufles brodées était correct et merveilleusement soigné. Sa physionomie noble et vide annonçait des idées convenables et rares, l'idéal de l'homme aimable, l'horreur de l'imprévu et de la plaisanterie, beaucoup de gravité. Julien, auquel son lieutenant du 96e avait expliqué que se faire attendre si longtemps après lui avoir jeté si grossièrement sa carte à la figure était une offense de plus, entra brusquement chez M. de Beauvoisis. Il avait l'intention d'être insolent, mais il aurait bien voulu en même temps être de bon ton.
Il fut si frappé de la douceur de manière de M. de Beauvoisis, de son air à la fois compassé, important et content de soi, de l'élégance admirable de ce qui l'entourait, qu'il perdit en un clin d'œil toute l'idée d'être insolent. Ce n'était pas son homme de la veille. Son étonnement fut tel de rencontrer un être aussi distingué au lieu du grossier personnage rencontré au café qu'il ne put trouver une seule parole. Il présenta une des cartes qu'on lui avait jetées. « C'est mon nom, dit l'homme à la mode, auquel l'habit noir de Julien dès 7 heures du matin inspirait assez peu de considération. Mais je ne comprends pas d'honneur. » La manière de prononcer ces derniers mots rendit à Julien une partie de son humeur. « Je viens pour me battre avec vous, monsieur, et il expliqua d'un trait toute l'affaire. Monsieur Charles de Beauvoisis, après y avoir mûrement pensé, était assez content de la coupe de l'habit noir de Julien. Il est de stop, c'est clair, se disait-il, en l'écoutant parler. Ce gilet est de bon goût, ces bottes sont bien, mais d'un autre côté, cet habit noir dès le grand matin. Ce sera pour mieux échapper à la balle, se dit le chevalier de Beauvoisis. Dès qu'il se fut donné cette explication, il revint à une politesse parfaite et presque d'égal à égal envers Julien. Le colloque fut assez long. L'affaire était délicate, mais enfin Julien ne put se refuser à l'évidence. Le jeune homme, si bien né qu'il avait devant lui, n'offrait aucun point de ressemblance avec le grossier personnage qui l'avait insulté. Julien éprouvait une invincible répugnance à s'en aller et faisait durer l'explication. Il observait la suffisance du chevalier de Beauvoisis. C'est ainsi qu'il s'était nommé en parlant de lui, choqué de ce que Julien l'appelait tout simplement monsieur. Il admirait sa gravité mêlée d'une certaine fatuité modeste, mais qui ne l'abandonnait pas un seul trait, pas un seul instant. Il était étonné de sa manière singulière de remuer la langue en prononçant les mots. Mais enfin, dans tout cela, il n'y avait pas la plus petite raison de lui chercher querelle. Le jeune diplomate offrait de se battre avec beaucoup de grâce, mais l'ex-lieutenant du 96e, assis depuis 1 heure, les jambes écartées, les mains sur les cuisses et les coudes en dehors, décida que son ami M. Sorel n'était point fait pour chercher une querelle d'Allemand à un nom, parce qu'on avait volé à cet homme ses billets de visite. Julien sortait de fort mauvaise humeur. La voiture de chevalier de Beauvoisis l'attendait dans la cour, devant le perron. Par hasard, Julien leva les yeux et reconnut son homme de la veille dans le cocher. Le voir le tirer par sa grande jaquette, le faire tomber de son siège et l'accabler de coups de cravache ne fut que l'affaire d'un instant. Deux laquais voulurent défendre leurs camarades. Julien reçut des coups de poing. Au même instant, il arma un de ses petits pistolets et le tira sur eux. Ils prirent la fuite. Tout cela fut l'affaire d'1 minute. Le chevalier de Beauvoisis descendait l'escalier avec la gravité la plus plaisante, répétant avec sa prononciation de grand seigneur. « Qu'est-ce ça ? Qui est ça ?» Il était évidemment fort curieux, mais l'importance diplomatique ne lui permettait pas de marquer plus d'intérêt. Quand il sut de quoi il s'agissait, la hauteur le disputa encore dans ses traits au sang-froid, légèrement badin qui ne doit jamais quitter une figure de diplomate. Le lieutenant du 96e comprit que M. de Beauvoisis avait envie de se battre. Il voulut diplomatiquement aussi conserver à son ami les avantages de l'initiative. « Pour le coup, s'écria-t-il, il y a là matière à duel. Je le croirais assez, reprit le diplomate. Je chasse ce coquin, dit-il à ses laquais, qu'un autre monte. On ouvrit la portière de la voiture. Le chevalier voulut absolument en faire les honneurs à Julien et à son témoin. On alla chercher un ami de M. de Beauvoisis qui indiqua une place tranquille. La conversation en allant fut vraiment bien. Il n'y avait de singulier que le diplomate en robe de chambre. Ces messieurs, quoique très nobles, pensa Julien, ne sont point ennuyeux, comme les personnes qui viennent dîner chez M. de la Mole. Et je vois pourquoi, ajouta-t-il un instant après, il se permet d'être indécent. On parlait des danseuses que le public avait distinguées dans un ballet donné la veille. Ces messieurs faisaient allusion à des anecdotes piquantes que Julien et son témoin, le lieutenant du 96e, ignoraient absolument. Julien n'eut point la sottise de prétendre les savoir. Il avoua de bonne grâce son ignorance. Cette franchise plut à l'ami de chevalier. Il lui raconta ces anecdotes dans les plus grands détails et fort bien. Une chose étonna infiniment Julien.
Un repoussoir que l'on construisait au milieu de la rue pour la procession de la fête Dieu arrêta un instant la voiture. Ces messieurs se permirent plusieurs plaisanteries. Le curé, suivant eux, était fils d'un archevêque. Jamais chez le marquis de la Mole, qui voulait être duc, on n'eût osé prononcer un tel mot. Le duel fut fini en un instant. Julien eut une balle dans le bras, on le lui serra avec des mouchoirs, on les mouilla avec de l'eau de vie, et le chevalier de Beauvoisis pria Julien très poliment de lui permettre de le reconduire chez lui, dans la même voiture qu'il avait emmenée. Quand Julien indiqua l'hôtel de la Mole, il lui échange de regards entre le jeune diplomate et son ami. Le fiacre de Julien était là, mais il trouvait la conversation de ces messieurs infiniment plus amusante que celle du bon lieutenant du 96e. « Mon Dieu, un duel, n'est-ce que ça ?» pensa Julien. « Que je suis heureux d'avoir retrouvé ce cocher. Quel serait mon malheur si j'avais dû supporter encore cette injure dans un café ?» La conversation amusante n'avait presque pas été interrompue. Julien comprit alors que l'affectation diplomatique est bonne à quelque chose. La nuit n'est donc point inhérent, se disait-il à une conversation entre gens de haute naissance. Ceux-ci plaisantaient de la procession de la fête Dieu. Ils osent raconter, et avec détails pittoresques, des anecdotes fort scabreuses. Il ne leur manque absolument que le raisonnement sur la chose politique. Il se manque là est plus que compensé par la grâce de leur ton et la parfaite justesse de leur expression. Julien se sentait une vive inclination pour eux, que je serais heureux de les voir souvent. À peine se fut-on quitté que le chevalier de Beauvoisis courut aux informations. Elles ne furent pas brillantes. Il était fort curieux de connaître son homme. Pouvait-il décemment lui faire une visite ? Le peu de renseignements qu'il put obtenir n'était pas d'une nature encourageante. « Tout cela est affreux, dit-il à son témoin. Il est impossible que j'avoue m'être battu avec une simple secrétaire de M. de la Mole, et encore parce que mon cocher m'a volé mes cartes de visite. Il est sûr qu'il y aurait dans tout cela possibilité de ridicule. Le soir même, le chevalier de Beauvoisis et son ami dirent partout que ce M. Sorel, d'ailleurs un jeune homme parfait, était fils naturel d'un ami intime du marquis de la Mole. Ce fait passa sans difficulté. Une fois qu'il fut établi, le jeune diplomate et son ami daignèrent faire quelques visites à Julien pendant les 15 jours qui passa dans la chambre. Julien leur avoua qu'il n'était allé qu'une fois dans sa vie à l'opéra. « Cela est épouvantable, lui dit-on. On ne va que là. Il faut que votre première sortie soit pour le Contori. » À l'opéra, le chevalier de Beauvois le présenta au fameux chanteur Geronimo, qui avait alors un immense succès. Julien faisait presque la cour au chevalier. Ce mélange de respect pour soi-même, d'importance mystérieuse et de fatuité de jeune homme l'enchantait. Par exemple, le chevalier bégayait un peu parce qu'il avait l'honneur de voir souvent un grand seigneur qui avait ce défaut. Jamais Julien n'avait trouvé réunis dans un seul être le ridicule qui amuse et la perfection des manières qu'un pauvre provincial doit chercher à imiter. On le voyait à l'opéra avec le chevalier de Beauvoisis, cette liaison fit prononcer son nom. « Eh bien, lui dit un jour, Monsieur de la Mole, vous voilà, donc le fils naturel d'un riche gentilhomme de Franche-Comté, mon ami intime. » Le marquis coupa la parole à Julien qui voulait protester qu'il n'avait contribué en aucune façon à accréditer ce bruit. « Monsieur de Beauvoisis n'a pas voulu s'être battu contre le fils d'un charpentier. »« Je le sais, dit Monsieur de la Mole. C'est à moi maintenant de donner de la consistance à ce récit, qui me convient. Mais j'ai une grâce à vous demander et qui ne vous coûtera qu'une petite demi-heure de votre temps. Tous les jours d'opéra à 11h30, allez assister dans le vestibule à la sortie du beau monde. Je vous vois encore quelquefois des façons de Provence. Il faudra vous en défaire. D'ailleurs, il n'est pas mal de connaître au moins de vue deux grands personnages auprès desquels je puis un jour vous donner quelques missions. Passez au bureau de location pour vous faire reconnaître, on vous a donné les entrées. » Une attaque de goutte. Il joue de l'avancement, non pour mon mérite, mais parce que mon maître avait la goutte. Bertolozzi. Le lecteur est peut-être surpris de son ton libre et presque amical. Nous avons oublié de dire que, depuis 10 semaines, le marquis était retenu chez lui par une attaque de goutte. Mademoiselle de la Mole et sa mère étaient hier auprès de la mère de la marquise.
Le comte Norbert ne voyait son père que des instants. Ils étaient fort bien l'un pour l'autre, mais n'avaient rien à se dire. Monsieur de la Mole, réduit à Julien, fut étonné de lui trouver les idées. Il se faisait lire les journaux. Bientôt, le jeune secrétaire fut en état de choisir les passages intéressants. Il y avait un journal nouveau que le marquis abhorrait. Il avait juré de ne le jamais lire, et chaque jour en parlait. Julien riait et admirait la pauvreté du duel entre le pouvoir et une idée. Cette petitesse de marquis lui rendait tout le sang-froid qu'il était tenté de perdre en passant des soirées tête à tête avec un si grand seigneur. Le marquis, irrité contre le temps présent, se fit lire à Tite-Live la traduction improvisée sur le texte latin l'amusait. Un jour, le marquis dit, avec ce ton de politesse excessive qui souvent impatientait Julien, « Permettez, mon cher Sorel, que je vous fasse cadeau d'un habit bleu, quand il vous conviendra de le prendre et de venir chez moi. Vous serez à mes yeux le frère cadet du comte de Retz, c'est-à-dire le fils de mon ami le vieux duc. » Julien ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait. Le soir même, il essaya une visite à un habit bleu. Le marquis le traita comme un égal. Julien avait un cœur digne de sentir la vraie politesse, mais il n'avait pas d'idée de nuance. Il eût juré reçu par lui avec plus d'égard. Quel admirable talent, se dit Julien. Quand il se leva pour sortir, le marquis lui fit des excuses de ne pouvoir l'accompagner à cause de sa goutte. Cette idée singulière occupa Julien. Se moquerait-il de moi, pensa-t-il. Il alla demander conseil à l'abbé Pirard, qui, moins poli que le marquis, ne lui répondit qu'en sifflant en parlant d'autre chose. Le lendemain matin, Julien se présenta au marquis, un habit noir avec son portefeuille et ses lettres à signer. Il en fut reçu à l'ancienne manière. Le soir, un habit bleu, ce fut un ton tout différent et absolument aussi poli que la veille. Puisque vous ne vous ennuyez pas trop dans les visites que vous avez la bonté de faire à un pauvre vieillard malade, lui dit le marquis, il faudrait lui parler de tous les petits incidents de votre vie, mais franchement, il s'en songeait à autre chose qu'à raconter clairement et d'une façon amusante. Car il faut s'amuser, continua le marquis, il n'y a que cela de réel dans la vie. Un homme ne peut pas me sauver la vie à la guerre à tous les jours, ou me faire à tous les jours cadeau d'un million. Mais si j'avais Rivarol, ici auprès de ma chaise longue, tous les jours il m'ôterait 1 heure de souffrance et d'ennui. Je l'ai beaucoup vu à Hambourg pendant l'émigration. Et le marquis conta à Julien les anecdotes de Rivarol avec les Hambourgeois qui s'associaient pour comprendre un bon mot. Monsieur de la Mole, réduit à la société de ce petit abbé, voulut l'émoustiller. Il piqua d'honneur l'orgueil de Julien. Puisqu'on lui demandait la vérité, Julien résolut de tout dire, mais en taisant deux choses. Son admiration fanatique pour un nom qui donnait de l'humeur au marquis et la parfaite incrédulité qui n'allait pas trop bien à un futur curé. Sa petite affaire avec le chevalier de Beauvoisis arriva fort à propos. Le marquis rit aux larmes de la scène dans le café de la rue Saint-Honoré, avec le cocher qui l'accablait d'injures sales. Ce fut l'époque d'une franchise parfaite dans les relations entre le maître et le protégé. Monsieur de la Mole s'intéressa à ce caractère singulier dans les commencements et caressait les ridicules de Julien, afin d'en jouir bientôt et trouva plus d'intérêt à corriger tout doucement les fausses manières de voir de ce jeune homme. Les autres provinciaux qui arrivaient à Paris admirent tout, pensait le marquis. Celui-ci haït tout. Ils ont trop d'affectation, lui n'en a pas assez, et les sots le prennent pour un sot. L'attaque de goutte fut prolongée par les grands froids de l'hiver et dura plusieurs mois. « On s'attache bien à un bel épagnol, se disait le marquis. Pourquoi ai-je tant de honte de m'attacher à ce petit abbé? Il est original. Je le traite comme un fils. Eh bien, où est l'inconvénient? Cette fantaisie, si elle dure, me coûtera un diamant de 500 louis dans mon testament. » Une fois que le marquis eut compris le caractère ferme de son protégé, chaque jour il le chargeait de quelques nouvelles affaires. Julien remarqua avec effroi qu'il arrivait à ce grand seigneur de lui donner des décisions contradictoires sur le même objet. Ceci pouvait le compromettre gravement. Julien ne travailla plus avec le marquis sans apporter un registre sur lequel il écrivait les décisions et le marquis les paraphait.
Julien avait pris un commis qui transcrivait les décisions relatives à chaque affaire sur un registre particulier. Ce registre recevait aussi la copie de toutes les lettres. Cette idée sembla d'abord le comble de ridicule et de la nuit, mais en moins de 2 mois, le marquis en sentit les avantages. Julien lui proposa de prendre un commis sortant de chez un banquier et qui tiendrait en partie double le compte de toutes les recettes et de toutes les dépenses des terres que Julien était chargé d'administrer. Ces mesures éclaircissent tellement aux yeux de marquis ses propres affaires qu'il put se donner le plaisir d'entreprendre 2 ou 3 nouvelles spéculations sans le secours de son prête-nom qui le voulait. « Prenez 3 000 francs pour vous, dit-il un jour à son jeune ministre. Monsieur, ma conduite peut être calomniée. Monsieur, ma conduite peut être calomniée. Que vous faut-il donc ? Reprit le marquis avec humeur. Que vous veuillez bien prendre un arrêté et l'écrire de votre main sur le registre. Cet arrêté me donnera une somme de 3 000 francs. Au reste, c'est monsieur l'abbé Pirard qui a eu l'idée de toute cette comptabilité. Le marquis, avec la mine ennuyée du marquis de Montcade, écoutait les comptes de monsieur Poisson, son intendant, écrivit la décision. Le soir, lorsque Julien paraissait en habit bleu, il n'était jamais question d'affaires. Les bontés du marquis étaient si flatteuses pour l'amour-propre toujours souffrant de notre héros que bientôt, malgré lui, il éprouva une sorte d'attachement pour ce vieillard aimable. Ce n'est pas que Julien fût sensible, comme on l'entend à Paris, mais ce n'était pas un monstre et personne, depuis la mort du vieux chirurgien majeur, ne lui avait parlé avec tant de bonté. Il remarquait avec étonnement que le marquis avait pour son amour-propre des ménagements de politesse qu'il n'avait jamais trouvés chez le vieux chirurgien. Il comprit enfin que le chirurgien était plus fier de sa croix que le marquis de son cordon bleu. Le père du marquis était un grand seigneur. Un jour, à la fin d'une audience du matin, en habit noir et pour les affaires, Julien amusa le marquis, qui le retint 2 heures et voulut absolument lui donner quelques billets de banque que son prête-nom venait de lui apporter de la bourse. J'espère, monsieur le marquis, ne pas m'écarter du profond respect que je vous dois en vous suppliant de me permettre un mot. Parlez, mon ami. Que monsieur le marquis daigne souffrir que je refuse ce don. Ce n'est pas à l'homme en habit noir qu'il est adressé. Et il gâterait tout à fait les façons que l'on a la bonté de tolérer chez l'homme en habit bleu. Il salua avec beaucoup de respect et sortit sans regarder. Ce trait amusa le marquis. Il le conta le soir à l'abbé Pirard. « Il faut que je vous avoue enfin une chose, mon cher abbé. Je connais la naissance de Julien et je vous autorise à ne pas me garder le secret sur cette confidence. » Son procédé de ce matin est noble, pensa le marquis, et moi je l'ennoblis. Quelque temps après, le marquis put enfin sortir. « Allez, passez 2 mois à Londres, dit-il à Julien. Les courriers extraordinaires et autres vous porteront des lettres reçues par moi avec mes notes. Vous ferez les réponses et me les renverrez en mettant chaque lettre dans sa réponse. J'ai calculé que le retard ne sera que de 5 jours. » En courant la poste sur la route de Calais, Julien s'étonnait de la futilité des prétendues affaires pour lesquelles on l'envoyait. Nous ne dirons point avec quel sentiment de haine et presque d'horreur il toucha le sol anglais. On connaît sa folle passion pour Bonaparte. Il voyait dans chaque officier un Sir Hudson Love. Dans chaque grand seigneur un Lord Bathurst, ordonnant les infamies de Sainte-Hélène et en recevant la récompense par 10 années de ministère. À Londres, il connut enfin la haute fatuité. Il s'était lié avec de jeunes seigneurs russes qui l'initièrent. « Vous êtes prédestiné, mon cher Sorel, lui disait-il. Vous avez naturellement cette mine froide et à 1000 lieues de la sensation présente, que nous cherchons tant à nous donner. Vous n'avez pas compris votre siècle, lui disait le prince Korassov. Faites toujours le contraire de ce qu'on attend de vous. Voilà d'honneur la seule religion de l'époque. Ne soyez ni fou ni affecté. Car alors on attendrait de vous des folies et des affectations, et le précepte ne serait plus accompli. Julien se couvrit de gloire un jour dans le salon du duc de Fitzfulke, qu'il avait engagé à dîner, ainsi que le prince Korassov. On attendit pendant 1 heure. La façon dont Julien se conduisit au milieu de 20 personnes qui attendaient est encore citée parmi les gens secrétaires d'ambassade à Londres.
Sa mine fut impayable. Il voulut voir, malgré les plaisanteries des dandies et ses amis, le célèbre Philippe Vann, le seul philosophe que l'Angleterre ait eu depuis Locke. Il le trouva achevant sa 7e année de prison. L'aristocratie ne badine pas en ce pays-ci, pensa Julien. De plus, Vann est déshonoré, vilipendé, etc. Julien le trouva gaillard. La rage de l'aristocratie le désannuyait. Voilà, se dit Julien en sortant de prison, le seul homme gai que j'ai vu en Angleterre. L'idée la plus utile aux tyrans est celle de Dieu, lui avait dit Vann. Nous supprimons le reste du système comme cynique. À son retour, quelle idée amusante m'apportez-vous d'Angleterre lui dit M. de la Mole. Il se taisait. Quelle idée apportez-vous, amusante ou non reprit le marquis vivement. Primo, dit Julien, l'anglais le plus sage est fou 1 heure par jour. Il est visité par le démon de suicide qui est le dieu du pays. Deuxièmement, l'esprit secondo. L'esprit et le génie perdent 25% de leur valeur en débarquant en Angleterre. Et troisièmement, rien au monde n'est beau, admirable, attendrissant comme les paysages anglais. À mon tour, dit le marquis. Primo, pourquoi allez-vous dire au bal chez l'ambassadeur de Russie qu'il y a en France 300 000 jeunes gens de 25 ans qui désirent passionnément la guerre? Croyez-vous que cela soit obligeant pour les rois? On ne sait comment faire en parlant à nos grands diplomates, dit Julien. Ils ont la manie d'ouvrir des discussions sérieuses. Si l'on s'en tient au lieu commun de journaux, on passe pour un sot. Si l'on se permet quelque chose de vrai et de neuf, ils sont étonnés, ne savent que répondre. Et le lendemain matin à 7 heures, ils vous font dire par le premier secrétaire d'ambassade qu'on a été inconvenant. Pas mal, dit le marquis en riant. Au reste, je parie, monsieur l'homme profond, que vous n'avez pas deviné ce que vous êtes allé faire en Angleterre. Pardonnez-moi, reprit Julien. J'y étais pour dîner 1 fois la semaine chez l'ambassadeur du roi, qui est le plus poli des hommes. Vous êtes allé chercher la croix que voilà, lui dit le marquis. Je ne veux pas vous faire quitter votre habit noir et je suis accoutumé au ton plus amusant que j'ai pris avec l'homme portant l'habit bleu. Jusqu'à nouvel ordre, entendez bien ceci. Quand je verrai cette croix, vous serez le fils cadet de mon ami le duc de Retz, qui, sans douter, est depuis 6 mois employé dans la diplomatie. Remarquez, ajouta le marquis d'un air fort sérieux et coupant court aux actions de grâce, que je ne veux point vous sortir de votre état. C'est toujours une faute et un malheur pour le protecteur comme pour le protégé. Quand mes procès vous ennuieront, ou que vous ne me conviendrez plus, je demanderai pour vous une bonne cure, comme celle de notre ami l'abbé Pirard, et rien de plus, ajouta le marquis d'un ton fort sec. Cette croix mit à l'aise l'orgueil de Julien. Il parla beaucoup plus. Il se crut moins souvent offensé et pris de mire par ses propos susceptibles de quelques explications peu polies et que dans une conversation animée peuvent échapper à tout le monde. Cette croix lui valut une singulière visite. Ce fut celle de M. le baron de Valnon, qui venait à Paris remercier le ministère de sa baronnie et s'entendre avec lui. Il allait être nommé maire de Verrières en remplacement de M. de Rônal destitué. Julien rit bien intérieurement quand M. de Valnon lui fit entendre qu'on venait de découvrir que M. de Rônal était un jacobin. Le fait est que, dans une réélection générale qu'on préparait pour la Chambre des députés, le nouveau baron était le candidat du ministère. Et au grand collège du département, à la vérité fort ultra, c'était M. de Rônal qui était porté par les libéraux. Ce fut en vain que Julien essaya de savoir quelque chose de Madame de Rônal. Le baron parut se souvenir de leur ancienne rivalité et fut impénétrable. Il finit par demander à Julien la voix de son père dans les élections qui allaient avoir lieu. Julien promit d'écrire. « Vous devriez, monsieur le chevalier, me présenter à monsieur le marquis de la Mole. »« En effet, je le devrais, pensa Julien, mais un tel coquin. En vérité, répondit-il, je suis un trop petit garçon à l'hôtel de la Mole pour prendre sur moi de présenter. Julien disait tout au marquis. Le soir, il lui conta la prétention du Valnon ainsi que ses faits et gestes depuis 1814.
Non seulement, reprit M. de la Mole d'un air fort sérieux, vous me présenterez demain le nouveau baron, mais je l'invite à dîner pour après-demain. Ce sera un de nos nouveaux préfets. En ce cas, reprit Julien froidement, je demande la place de directeur du dépôt de mendicité pour mon père. À la bonne heure, dit le marquis, en reprenant l'air gai accordé, je m'attendais à des moralités. Vous vous formez. Julien apprit par M. de Valnon que le titulaire du bureau de loterie de Verrières venait de mourir. Julien trouva plaisant de donner cette place à M. de Cholin, ce vieil imbécile dont jadis il avait ramassé la pétition dans la chambre de M. de la Mole. Le marquis rit de bien bon cœur de la pétition que Julien récita en lui faisant signer la lettre qui demandait cette place au ministre des Finances. À peine M. de Cholin nommé Julien apprit que cette place avait été demandée par la députation du département pour M. Gros, le célèbre géomètre. Cet homme généreux n'avait que 1400 francs de rente et chaque année prêtait 600 francs au titulaire qui venait de mourir pour l'aider à élever sa famille. Julien fut étonné de ce qu'il avait fait. Cette famille du mort, comment vit-elle aujourd'hui? Cette idée lui serra le cœur. Ce n'est rien, se dit-il, il faudra en venir à bien d'autres injustices si je veux parvenir et encore savoir les cacher sous de belles paroles sentimentales. Pauvre monsieur Gros. C'est lui qui méritait la croix, c'est moi qui l'ai, et je dois agir dans le sens du gouvernement qui me la donne. Chapitre 8. Quelle est la décoration qui distingue? Ton nom ne me rafraîchit pas, dit le génie altéré. C'est pourtant le puits le plus frais de tout le Diyarbakir. Pélico. Un jour, Julien revenait de la charmante terre de Villequier, sur les bords de la Seine que M. de la Mole voyait avec intérêt, parce que de toutes les siennes, c'était la seule qui eût appartenu au célèbre Boniface de la Mole. Il trouva à l'hôtel la marquise et sa fille qui arrivaient d'hier. Julien était un dandy maintenant et comprenait l'art de vivre à Paris. Il fut d'une froideur parfaite envers mademoiselle de la Mole. Il parut n'avoir gardé aucun souvenir des temps où elle lui demandait si gaiement des détails sur sa manière de tomber de cheval avec grâce. Mademoiselle de la Mole le trouva grandi et pâli. Sa taille, sa tournure n'avaient plus rien du provincial. Il n'en était sérieux, trop de positif. Il n'en était pas ainsi de sa conversation. On y remarquait encore trop de sérieux, trop de positif. Malgré ses qualités raisonnables et grâce à son orgueil, elle n'avait rien de subalterne. On sentait seulement qu'elle regardait encore trop de choses comme importantes. Mais on voyait qu'il était comme à soutenir à son dire. « Il manque de légèreté, mais non pas d'esprit, » dit mademoiselle de la Mole à son père, en plaisantant avec lui sur la croix qu'il avait donnée à Julien. « Mon frère vous l'a demandé pendant 18 mois. » Et c'est un la Mole. « Oui, mais Julien a de l'imprévu. C'est ce qui n'est jamais arrivé au la Mole dont vous me parlez. » On annonça monsieur le duc de Retz. Mathilde se sentit saisie d'un bâillement irrésistible et le voir, il lui semblait qu'elle reconnaissait les antiques dorures et les anciens habitués du salon paternel. Elle se faisait une image parfaitement ennuyeuse de la vie qu'elle allait reprendre à Paris. Et cependant, hier, elle regrettait Paris. Et pourtant, j'ai 19 ans, pensa-t-elle, c'est l'âge du bonheur, disent tous ces nigauds à tranches dorées. Et regardez 8 ou 10 volumes de poésie nouvelle accumulés pendant le voyage de Provence sur la console du salon. Elle avait le malheur d'avoir plus d'esprit que, et même de Croisenois, de Caylus, de Luz et ses autres amis. Elle se figurait tout ce qu'ils allaient lui dire sur le beau ciel de la Provence, la poésie, le midi, etc., etc. Ses yeux si beaux respiraient la nuit le plus profond et puis encore, le désespoir de trouver le plaisir s'arrêtèrent sur Julien. Du moins, il n'était pas exactement comme un autre. Monsieur Sorel, dit-elle avec cette voix vive, brève et qui n'a rien de féminin qu'emploient les jeunes femmes de la haute classe. Monsieur Sorel, venez-vous ce soir au bal de monsieur de Retz? Mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à monsieur le duc. On eût dit que ces mots et ce titre écorchaient la bouche du provincial orgueilleux. Il a chargé mon frère de vous amener chez lui, et si vous y étiez venu, vous m'auriez donné des détails sur la terre de Villequier. Il est question d'y aller au printemps. Je voudrais savoir si le château est logeable, et si les environs sont aussi jolis qu'on le dit. Y a tant de réputations usurpées? Julien ne répondait pas.
Venez au bal avec mon frère, ajouta-t-elle d'un ton fort et sec. Julien salua avec le respect. Ainsi même, au milieu du bal, je dois des comptes à tous les membres de la famille. Ne suis-je pas payé comme homme d'affaires? Sa mauvaise humeur ajouta. Dieu sait encore si ce que je dirai à la fille ne contrariera pas le projet du père, du frère, de la mère. C'est une véritable cour de prince souverain. Il faudrait y être d'une nullité parfaite, et cependant ne donner à personne le droit de se plaindre. Que cette grande fille me déplaît, pensait-il en regardant marcher mademoiselle La Mole, qui sa mère avait appelée pour la présenter à plusieurs femmes de ses amies. Elle outre toutes les modes. Sa robe lui tombe des épaules. Elle est encore plus pâle qu'avant son voyage. Quels cheveux sans couleur, à force d'être blond, on dirait que le jour passe à travers. Que de hauteur dans cette façon de saluer, dans ce regard, quel geste de reine. Mademoiselle Lamole venait d'appeler son frère au moment où il quittait le salon. Le comte Norbert s'approcha de Julien. « Mon cher Sorel, lui dit-il, où voulez-vous que je vous prenne à minuit pour le bal de monsieur de Retz ? Il m'a chargé expressément de vous amener. Je sais bien à qui je dois tant de bonté, répondit Julien en saluant jusqu'à terre. Sa mauvaise humeur ne pouvait rien trouver à reprendre au ton de politesse et même intérêt avec lequel Norbert lui avait parlé. Se mit à s'exercer sur la réponse que lui, Julien, avait faite à ce mot obligeant. Il y trouvait une nuance de bassesse. Le soir, en arrivant au bal, il fut frappé de la magnificence de l'hôtel de Retz. La cour d'entrée était couverte d'une immense tente de coutil cramoisie avec des étoiles en or. Rien de plus élégant. Au-dessous de cette tente, la cour était transformée en un bois d'orangers et de lauriers roses en fleurs. Comme on avait eu soin d'enterrer suffisamment les vases, les lauriers et les orangers avaient l'air de sortir de terre. Le chemin qui parcourait les voitures était sablé. Cet ensemble parut extraordinaire à notre provincial. Il n'avait pas l'idée d'une telle magnificence et en un instant son imagination émue fut à 1000 lieues de la mauvaise humeur. Dans la voiture, en venant au bal, Norbert était heureux et lui voyait tout en noir. À peine entré dans la cour, les rôles changèrent. Norbert n'était sensible qu'à quelques détails qui, au milieu de tant de magnificence, n'avaient pu être soignés. Il évaluait la dépense de chaque chose et à mesure qu'il arrivait à un total élevé, Julien remarqua qu'il s'en montrait presque jaloux et prenait de l'humeur. Pour lui, il arriva séduit, admiré et presque timide à force d'émotion dans le premier des salons où l'on dansait. On se pressait à la porte du second et la foule était si grande qu'il lui fut impossible d'avancer. La décoration de ce second salon représentait l'Alhambra de Grenade. « C'est la reine du bal, il faut en convenir, disait un jeune homme à moustache dont l'épaule entrait dans la poitrine de Julien. Mademoiselle Fourmont, qui tout l'hiver a été la plus jolie, lui répondait son voisin. S'aperçoit qu'elle descend à la seconde place, voit son air singulier. Vraiment, elle met toute voile dehors pour plaire. Vois ce sourire gracieux au moment où elle figure seule dans cette contredanse. C'est d'honneur impayable. Mademoiselle de la Mole a l'air d'être maîtresse du plaisir et qui lui fait son triomphe, dont elle s'aperçoit fort bien. On dirait qu'elle craint de plaire à qui lui parle. Très bien, voilà l'art de séduire. Julien faisait de vains efforts pour apercevoir cette femme séduisante, 7 ou 8 hommes plus grands que lui, empêchés de la voir. Il y a bien de la coquetterie dans cette retenue si noble, reprit le jeune homme à moustache. Et ces grands yeux bleus qui s'abaissent si lentement au moment où l'on dirait qu'ils sont sur le point de se trahir, reprit le voisin. Ma foi, rien de plus habile. Voici comment auprès d'elle la belle Fourmont a l'air commun, dit un troisième. Cet air de retenue veut dire que d'aimabilité je déploierais pour vous si vous étiez l'homme digne de moi. Et qui peut être digne de la sublime Mathilde, dit le premier. Quelque prince souverain, beau spirituel, bien fait, né roi à la guerre et âgé de 20 ans tout au plus. Le fils naturel de l'empereur de Russie, auquel en faveur de ce mariage on ferait une souveraineté, ou tout simplement le comte de Thaler avec son air de paysan habillé. La porte fut dégagée, Julien put entrer. Puisqu'elle passe pour si remarquable aux yeux de ces poupées, elle vaut la peine que je l'étudie, pensa-t-il. Je comprendrai qu'elle est la perfection pour ces gens-là.
Comme il la cherchait des yeux, Mathilde le regarda. « Mon devoir m'appelle, se dit Julien, mais il n'y avait plus d'humeur que dans son expression. La curiosité le faisait avancer avec un plaisir que la robe fort basse des épaules de Mathilde augmentait bien vite. À la vérité, d'une manière peu flatteuse pour son amour-propre, sa beauté a de la jeunesse, pensa-t-il. 5 ou 6 jeunes gens, parmi lesquels Julien reconnut ceux qu'il avait entendus à la porte, étaient entre elle et lui. « Vous, monsieur, qui avez été ici tout l'hiver, lui dit-elle, n'est-il pas vrai de ce bal est le plus joli de la saison ?» Il ne répondait pas. Ce quadrille de Coulon me semble admirable à ces dames, et ces dames le dansent d'une façon parfaite. Les jeunes gens se retournèrent pour voir qu'il était l'homme heureux dont on voulait absolument avoir une réponse. Elle ne fut pas encourageante. « Je ne saurais être un bon juge, mademoiselle, je passe ma vie à écrire. C'est le premier bal de cette magnificence que j'ai vu. » Les jeunes gens à moustache furent scandalisés. « Vous êtes un sage, monsieur Sorel, reprit-on avec un intérêt plus marqué. Vous voyez tous ces bals, toutes ces fêtes, comme un philosophe, comme Jean-Jacques Rousseau. Ces folies vous étonnent, sans vous séduire. » Un mot venait d'étendre l'imagination de Julien et de chasser de son cœur toute illusion. Sa bouche prit l'expression d'un dédain un peu exagéré peut-être. Jean-Jacques Rousseau, répondit-il, n'est à mes yeux qu'un sot lorsqu'il s'avise de juger le grand monde. Il ne le comprenait pas, et y portait le cœur dans laquais parvenu. Il a fait le contrat social, dit Mathilde du ton de la vénération. Tout en prêchant la République et le renversement des dignités monarchiques, ce parvenu est ivre de bonheur si un duc change la direction de sa promenade après dîner pour accompagner un de ses amis. Ah oui, le duc de Luxembourg en Montmorency accompagne un monsieur Coindet du côté de Paris, reprit mademoiselle de La Mole avec le plaisir et l'abandon de la première jouissance de pédanterie. Elle était ivre de son savoir, à peu près comme l'académicien qui découvrit l'existence du roi Feretrius. L'œil de Julien resta pénétrant et sévère. Mathilde avait eu un moment d'enthousiasme. Le froideur de son partenaire la déconcerta profondément. Elle fut d'autant plus étonnée que c'était elle qui avait coutume de produire cet effet-là sur les autres. Dans ce moment, le marquis de Croisenois s'avançait avec empressement vers mademoiselle de La Mole. Il fut un instant à 3 pas d'elle, sans pouvoir pénétrer à cause de la foule. Il la regardait en souriant de l'obstacle. La jeune marquise de Rouvray était près de lui. C'était une cousine de Mathilde. Elle donnait le bras à son mari qui ne l'était que depuis 15 jours. Le marquis de Rouvray, fort jeune aussi, avait tout l'amour niais qui prend un homme qui, faisant un mariage de convenance, uniquement arrangé par les notaires, trouve une personne parfaitement belle. Monsieur de Rouvray allait être duc à la mort d'un oncle fort âgé. Pendant que le marquis de Croisenois ne pouvait percer la foule, regarder Mathilde d'un air riant, elle arrêtait ses grands yeux, d'un bleu céleste, sur lui et ses voisins. « Quoi de plus plat, se dit-elle, que tout ce groupe ? Voilà Croisenois qui prétend m'épouser. Il est doux, poli, il a des manières parfaites comme monsieur de Rouvray. Sans la nuit qu'il donne, ces messieurs seraient fort aimables. Lui aussi me suivra au bal avec cet air borné et content. Un an après le mariage, ma voiture, mes chevaux, mes robes, mon château, avant-lieu de Paris, tout cela sera aussi bien que possible. Tout à fait ce qu'il faut pour faire périr d'envie une parvenue, une comtesse de Roiville, par exemple. Et après, Mathilde s'ennuyait en espoir. Le marquis de Croisenois parvint à l'approcher et lui parlait, mais elle rêvait sans l'écouter. Le bruit de ses paroles se confondait pour elle avec le bourdonnement du bal. Elle suivait de l'œil machinalement Julien, qui s'était éloigné d'un air respectueux, mais fier et mécontent. Elle aperçut dans un coin, loin de la foule circulante, le comte Altamira, condamné à mort dans son pays, que le lecteur connaît déjà. Sous Louis XIV, une de ses parentes avait épousé un prince de Conti. Ce souvenir le protégeait un peu contre la police de la congrégation. Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme, pensa Mathilde. C'est la seule chose qui ne s'achète pas. Ah, c'est un bon mot que je viens de me dire. Quel dommage qu'il ne soit venu de façon à m'en faire honneur.
Mathilde avait trop de goût pour amener dans la conversation un bon mot fait d'avance, mais elle avait aussi trop de vanité pour ne pas être enchantée d'elle-même. Un air de bonheur remplaça dans ses traits l'apparence de la nuit. Le marquis de Croisenois, qui lui parlait toujours, crut entrevoir le succès et redoubla de façons. « Qu'est-ce qu'un méchant pourrait objecter à mon bon mot ?» se dit Mathilde. « Je répondrai aux critiques. Un titre de baron, de vicomte, cela s'achète. Une croix, cela se donne. Mon frère vient de l'avoir. Qu'a-t-il fait? Un grade, cela s'obtient. 10 ans de garnison ou un parrain ministre de la guerre et l'on est chef d'escadron comme Norbert. Une grande fortune. C'est encore ce qu'il a de plus difficile et par conséquent de plus méritoire. Voilà ce qui est drôle. C'est le contraire de tout ce que disent les livres. Eh bien, pour la fortune, on épouse la fille de M. Rothschild. Réellement, mon mot a de la profondeur. La condamnation à mort est encore la seule chose que l'on ne soit pas avisé de solliciter. Connaissez-vous le comte Altamira ? Dit-elle à M. de Croisenois. Elle avait l'air de revenir de si loin et cette question avait si peu de rapport avec tout ce que le pauvre marquis lui disait depuis 5 minutes que son amabilité en fut déconcertée. C'était pourtant un homme d'esprit et fort renommé comme tel. Mathilde a de la singularité, pensa-t-il. C'est un inconvénient, mais elle donne une si belle position sociale à son mari. Je ne sais comment fait ce marquis de la Mole, il est lié avec ce qu'il y a de mieux dans toutes les nuances. C'est un homme qui ne peut sombrer. Et d'ailleurs, cette singularité de Mathilde peut passer pour du génie. Avec une haute naissance et beaucoup de fortune, le génie n'est point un ridicule. Et alors, quelle distinction! Elle a si bien d'ailleurs, quand elle veut, ce mélange d'esprit, de caractère et d'à-propos qui fait d'amabilité parfaite. Comme il est difficile de faire bien deux choses à la fois. Le marquis répondait à Mathilde d'un air vide et comme récitant une leçon. Qui ne connaît ce pauvre Altamira? Et il lui faisait l'histoire de sa conspiration manquée, ridicule, absurde. Très absurde, dit Mathilde comme se parlant à elle-même, mais il a agi. Je veux voir un homme, amenez-le-moi, dit-elle au marquis très choqué. Le comte Altamira était un des admirateurs les plus déclarés de l'air hautain et presque impertinent de mademoiselle de la Mole. Elle était, suivant lui, l'une des plus belles personnes de Paris. Comme elle serait belle sur un trône, dit-il à M. de Croisenois, et il se laissa amener sans difficulté. Il ne manque pas de gens dans le monde qui veulent établir que rien n'est de mauvais ton comme une conspiration, cela sent le jacobin. Et quoi de plus laid que le jacobin sans succès? Le regard de Mathilde se moquait du libéralisme d'Altamira avec M. de Croisenois, mais elle l'écoutait avec plaisir. Un conspirateur au bal, c'est un joli contraste, pensa-t-elle. Elle trouvait à celui-ci, avec ses moustaches noires, la figure du lion quand il se repose, mais elle s'aperçut bientôt que son esprit n'avait qu'une attitude, l'utilité, l'admiration pour l'utilité. Excepté ce que pouvait donner à son pays le gouvernement des deux chambres, le jeune comte trouvait que rien n'était digne de son attention. Il quitta avec plaisir Mathilde à la plus séduisante personne du bal, parce qu'il vit entrer un général péruvien. Désespérant de l'Europe, le pauvre Altamira en était réduit à penser que quand les États de l'Amérique méridionale seront forts et puissants, ils pourront rendre à l'Europe la liberté que Mirabeau leur a envoyée. Un tourbillon de Jean-Jean à moustache s'était approché de Mathilde. Elle avait bien vu qu'Altamira n'était pas séduit et se trouvait piqué de son départ. Elle voyait son œil noir briller en parlant au général péruvien. Mademoiselle de la Mole promenait ses regards sur les jeunes Français avec ce sérieux profond qu'aucune de ses rivales ne pouvait imiter. Lequel d'entre eux, pensa-t-elle, pourrait se faire condamner à mort, en lui supposant même toutes les chances favorables? Ce regard singulier flattait ceux qui avaient peu d'esprit, mais ils inquiétaient les autres. Ils redoutaient l'exposition de quelques mots piquants et de réponses difficiles. Une haute naissance donne 100 qualités dont l'absence m'offenserait. Je le vois par exemple de Julien, pensait Mathilde, mais elle étiole ces qualités de l'âme qui font condamner à mort. En ce moment, quelqu'un disait près d'elle « Ce comte Altamira est le second fils du prince de San Nazaro, Pimentel. C'est un Pimentel qui tenta de sauver Conradin, décapité en 1268. C'est l'une des plus nobles familles de Naples. Voilà, se dit Mathilde, qui prouve joliment ma maxime. La haute naissance ôte la force de caractère sans laquelle on ne se fait point condamner à mort. Je suis donc prédestinée
à déraisonner ce soir. Puisque je ne suis qu'une femme comme une autre, eh bien il faut danser. » Elle céda aux instances du marquis de Croisenois qui depuis 1 heure sollicitait une galope. Pour se distraire de son malheur en philosophie, Mathilde voulut être parfaitement séduisante. Monsieur de Croisenois fut ravi. Mais ni la danse, ni le désir de plaire à l'un des plus jolis hommes de la cour, rien ne put distraire Mathilde. Il était impossible d'avoir plus de succès. Elle était la reine du bal. Elle le voyait, mais avec froideur. Quelle vie effacée je vais passer avec un être tel que Croisenois, se disait-elle. Comme il la ramenait à sa place 1 heure après, où est le plaisir pour moi, ajouta-t-elle tristement aussi après 6 mois d'absence. Je ne le trouve pas au milieu d'un bal qui fait l'envie de toutes les femmes de Paris. Et encore, j'y suis environnée des hommages d'une société que je ne puis pas imaginer mieux composée. Il n'y a ici de bourgeois que quelques pères, 1 ou 2, Julien peut-être. Et cependant, ajouta-t-elle avec une tristesse croissante, quels avantages le sort ne m'a-t-il pas donné? Illustration, fortune, jeunesse, hélas, tout excepté le bonheur. Les plus douteux de mes avantages sont encore ceux dont ils m'ont parlé toute la soirée. L'esprit, j'y crois, car je leur fais peur, évidemment, à tous. S'ils osent aborder un sujet sérieux, au bout de 5 minutes de conversation, ils arrivent tout hors d'haleine, et qu'en faisait une grande découverte à une chose que je leur répète depuis 1 heure. Je suis belle, j'ai cet avantage pour lequel Madame de Staël eût tout sacrifié. Et pourtant il est de fait que je meurs d'ennui. Y a-t-il une raison pour que je m'ennuie moins, quand j'aurais changé mon nom pour celui du marquis de Croisenois? Mais mon Dieu, ajouta-t-elle, presque avec l'envie de pleurer, n'est-ce pas un homme parfait? C'est le chef-d'œuvre de l'éducation de ce siècle. On ne peut le regarder sans qu'il trouve une chose aimable et même spirituelle à vous dire. Il est brave. Mais ce Sorel est singulier, se dit-elle, et son œil quittait l'air morne pour l'air fâché. Je l'ai averti que j'avais à lui parler. Il ne daigne pas reparaître. Voilà, ça serait terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec d'autres chapitres, en commençant par le chapitre 9. J'espère que ça vous plaît tout autant de continuer ce bouquin. C'est vrai qu'il est très difficile à lire, et vous le sentez, enfin je pense que vous le ressentez en m'écoutant. Pour moi, ce n'est pas du tout facile, et donc j'ai hâte de le terminer. Nous sommes à un peu plus que moitié, il me semble, donc voilà. Il reste encore un peu pas mal, mais comme ça commence un peu plus à bouger, ça devient un peu plus intéressant et ça se lit un peu plus facilement. Et disons que quand les choses se passent à Paris, ça me plaît plus et ça passe vraiment plus vite. Allez, merci de votre attention, à très bientôt, ciao.